Je me dois d'être honnête avec vous. Ces derniers mois n'ont vraiment pas été simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail, pas aujourd'hui. Il y a eu des trahisons, il y a eu du chaos à l'intérieur de la boîte, parfois à l'extérieur. Des moments où j'ai regardé tout ce qu'on avait construit en me demandant si ça tenait encore debout, si ça valait encore la peine. Des nuits où tu fixes le plafond, où la seule question qui tourne en boucle, c'est pour qui? Pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? Pour qui je fais tout ça? Et au milieu de tout ça, un truc qui m'a permis de tenir, c'est nos clients. Et je me suis rendu compte que derrière mon écran, je ne les voyais plus assez en tout cas. On a accompagné sur les dernières années plus de 11 000 entrepreneurs. Pas une seule fois, j'ai serré la main de leurs équipes, parfois de leur famille, pour ceux qui travaillent en famille. Pas une seule fois, j'ai vu de mes yeux ce qu'ils ont construit. Donc j'ai poussé la porte de leur atelier, de leur bureau, de leurs entrepôts. On a pris la route pendant plusieurs jours avec l'équipe pour partir à la rencontre de 4 entreprises, 4 histoires, 4 entrepreneurs qui ont traversé des choses que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Presque 30 ans, quoi. Ça commence à être la belle histoire. Fier. Très fier. En tant que maman, j'imagine aussi que ça doit... Vous étiez même pas rentable. Je le sentais, vous étiez à 2 doigts d'abandonner. On faisait des chantiers, on ne savait pas si on gagnait de l'argent, les coûts des matériaux avaient augmenté, donc là on a eu une catastrophe financière. Je suis très fier, je suis même, je dirais, aux anges. Et là, je ferme mon showroom et je pleure. J'ai bossé 14, 15, 16, 17 heures par jour pendant 8 mois pour sauver la boîte. J'ai créé ça, j'étais pas du métier. Je suis parti avec ma glacière, ma présentation PowerPoint. Honnêtement, je pilotais à l'aveugle, mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux. Et dans cette vidéo, vous n'allez pas forcément rencontrer 4, mais plus encore. Je vous emmène avec moi maintenant. On fait une petite visite. Allez, hyper content d'être ici et de voir Bah, où nous vous aussi. bossez tous les jours. Bienvenue. Bienvenue, on est content de vous accueillir. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez expliquer votre métier, ce que vous faites, ce que FMI fait au quotidien? FMI, c'est une boîte familiale qui est experte depuis environ 30 ans de la sécurisation des postes de travail en hauteur. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un technicien qui travaille en hauteur avec un risque de chute mortelle, on va devoir le mettre en sécurité par tout moyen. Mati et Enzo, je sais que ces 2 frères, hyper complémentaires, hyper motivés, hyper ambitieux, qui ont envie de développer leur entreprise, la transformer en groupe, de conquérir la France. Et surtout, je découvre une vraie culture d'entreprise. Alors là, on est en train de rénover petit à petit. Ok. Il faut savoir que de base, les bureaux des FMI, c'était juste ça. Ok, ah ouais. Avec juste cette partie-là en stock. Ok. Voilà. Donc ça, c'était nos bureaux. Ah ouais, ok. On était ici. Là, il y avait le stock ici et les bureaux là-bas. Le stock, il s'arrête là où il y a le Ça arrêtait parquet. là, le stock. Ok, ah ouais, d'accord. Donc c'était 20 mètres carrés, quoi, même pas. Hein. Bon, là, ici, c'est la salle des machines, la salle des outils. Ok. Là, il faut que ça soit retapé parce que c'est. Et là, on a des petits flyers, Le catalogue, des petits catalogues. bien à l'ancienne. J'en prends un souvenir. Ouais, vas-y. Vas-y, tiens, vas-y. Je vois cette histoire aussi familiale où la boîte elle a évolué, elle a grandi avec ce local, avec le petit endroit pour le stock, avec ce L, avec ce premier étage, maintenant le 2e étage, avec cette nouvelle salle. Donc là, c'est des tout nouveaux bureaux ici qu'on vient d'inaugurer là il y a 3-4 jours, une semaine quoi. Ok. Je sais pas si c'est ouvert là. Si c'est ouvert. Voilà. Je viens d'achever la salle de formation en même temps. Ah, génial, ok. Donc la FMI Academy vivra ici. Voilà. Ok. Il ne manque plus que la petite télé à installer, etc. Mais en gros, c'est prêt. Ça fait plaisir quand même du concept qu'on a évoqué avec Axel Formation FMI. Ouais. En découle cette salle et cette initiative, entre autres. Et typiquement, Mati, on les a vus en consulting live justement. Et dans ce cadre-là, à un moment donné, on leur parle de la formation continue de leurs collaborateurs. On arrive et directement, première chose qu'on voit à droite, une salle qui a été complètement aménagée pour faire de la formation continue de leurs collaborateurs. Ils nous disent quoi? Ils nous disent écoute, suite à cette discussion, suite à ce conseil, on a mis en place des modules de formation, on va former nos collaborateurs, on va commencer par ces formations-là et on a créé cette salle spécifiquement dédiée à ça. Tu rends concret quelque chose qui est théorique, quelque chose qui est juste un conseil à l'instant T et qui va changer peut-être la trajectoire de cette entreprise. Et ici, c'est le nouvel open space. Donc, on est passé du petit local qui était en bas que vous avez vu. Tous les postes sont occupés ou vont être occupés
Dire que les deux qui sont là, ils sont occupés dès le mois prochain. Ah, c'est beau, hein. On sent qu'il y a de l'histoire et tout, enfin, Ouais. presque 30 ans, quoi. Et puis de Ouais, c'est génération en génération. Ouais. Ça commence à être la belle histoire. Est-ce que c'était déjà prévu, tous ces changements, tous ces déménagements, tout ça? Ou est-ce que de par l'accompagnement, il y a eu des modifications, il y a des ajustements qui fait que vous êtes dit « Ok, là, c'est le bon moment, il y a un cap qui est passé, on va pouvoir commencer à entreprendre, de grandir les bureaux, de déménager, de rénover, de bouger les équipes, etc. » En fait, c'était prévu qu'on essaye d'attraper ce local du dessus. Ok. Ça faisait vraiment longtemps qu'on convoitait. Et en même temps, on n'avait peut-être pas la taille de boîte qu'il fallait pour y aller. Ok. Alors que là, on peut se permettre d'avoir le dessous en attente de futurs recrutements, ce qui est quand même différent. Parce que là, tu prévois de la place alors qu'avant, on était à flux tendu. Donc oui, l'accompagnement a joué, c'est certain. On avait une croissance qui était là, mais il fallait qu'on sache l'absorber. Ouais. Et donc, on a pu l'absorber en mettant en place les choses que vous nous avez distillées petit à petit pendant l'année, quoi. On l'envisageait, on peut-être le rêvait, on pensait qu'on allait le faire. Et justement, c'est pour ça qu'on a commencé à bosser avec entrepreneurs.com, parce qu'on savait qu'on allait le faire, mais on avait besoin de le faire bien, de le faire structuré, carré. On s'est assis avec Mathie en septembre 2024. On a réfléchi à un plan qu'on a appelé le plan 2030, de qu'est-ce qu'on voulait que FMI devienne. Et c'est à partir de là qu'on a pris la décision de se faire accompagner et d'avancer dans cette direction-là. Mais donc on avait cette ambition et cette vision avant même de vous rejoindre. Il y a des choses que vous avez découvertes qui ont fait vraiment une grande différence? On a découvert plein de choses. Ça fait 1 an et demi qu'on fait que de découvrir. On défriche, on découvre, on défriche, on découvre. Et surtout, notre force, c'est d'exécuter. Ouais. C'est comme si tu avançais dans une jungle et que tu vas avec une machette et tu t'arrêtes pas. Tu découpes, tu découpes, tu découpes. On progresse chaque jour, chaque trimestre. On fait des points tout le temps. Ça nous permet de comprendre que c'est vraiment possible à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Foncièrement, il y a une recette, il faut l'appliquer. On n'est pas invincible. On sait qu'on peut se planter, on sait qu'on peut rencontrer des écueils, etc. Mais ça ne nous arrêtera pas. Ça fait plusieurs années que le premier trimestre est un peu plus compliqué. Et à chaque fois, on a quand même un peu peur parce qu'il y a un vrai passage à vide de 2-3 semaines où il n'y a quasiment pas de commandes ou très peu. Grâce à la plateforme, cette année, on a pu comparer les deux courbes et se rendre compte que vraiment, on était ISO à la semaine près, quoi. Et ça, c'est de la data qu'on n'arrivait pas à visualiser aussi bien avant. Bravo hein, pour ce que tu as créé, développé. Putain, c'est fou quand même en vibe coding. C'est Alors incroyable. qu'avant, tu n'as jamais écrit une ligne de code de ta vie ou... Si, j'avais fait Ouais. un peu, mais moi, je suis issu du market, plus market. digital. C'est Donc, incroyable. donc oui, j'aurais jamais pu faire ça sans. Ouais, c'est Je ne fou. savais pas ce qu'était un back-end il y a encore 6 mois. hein. Donc, Ouais. voilà. Les commerciaux, vraiment, ça les aide parce que j'ai commencé à faire des fonctionnalités outils. Là où avant, effectivement, on avait quasiment que de la data vis. Là, maintenant, je leur ai mis un truc qui fait des documents automatiquement. Ça crée un doc. En partant d'un devis, ça crée ce qu'on appelle un mémoire technique. Donc, c'est le document qui présente ce qu'on va faire chez eux. Ça, Avec les arguments commerciaux, avec le contexte. voilà, basé sur Avec les l'avatar photos. client, etc. Wow. Donc, Et vu que vous baignez dans le monde du BTP au quotidien, à quel point vous sentez que vous êtes différent? À quel point vous avez pris un train d'avance? on voit très clairement qu'il y a un gros gap. Il y a un gap surtout sur la partie outillage et intégration de l'IA. C'est de toute façon le nouveau chapitre. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en retard même sur le chapitre d'avant qui est l'intégration du digital au global. D'un ERP, d'un CRM, Voilà, c'est ça. d'un site. FMI, ça fait partie de son ADN. Mon poste, c'est directeur de la stratégie et de l'innovation. Et donc, on intègre l'innovation au cœur de l'entreprise. Ça fait 27 ans, FMI. Tout à fait. Et comment tu as vu les choses évoluer justement là sur les 1 an et demi qui viennent de s'écouler? Je l'ai vu au niveau de même mon poste, au niveau du développement que Enzo a mis en place, la vivacité de Mathie, qui est toujours présent et qui connaît son travail vraiment jusqu'au bout des doigts. Sa posture aussi peut-être? Ah oui, T'as vu ça évoluer? oui. À quel égard, plus spécifiquement, peut-être au niveau de la direction qui donne à certaines actions pour les équipes, pour la vision d'entreprise? C'est exactement ça. Il connaît tout le monde, il prend bien en main chaque équipe, il sait comment parler, comment les faire évoluer. Pour moi, il y a eu une belle évolution. Ouais. Fier, très fier. En tant que maman, j'imagine aussi que ça doit... Toi, depuis que Mathie et Enzo ont intégré le programme, c'est quoi les changements que tu as vus déjà chez eux par rapport à avant? Je pense que ça les a beaucoup aidés, ça leur a donné beaucoup de nouveaux process en fait à nous mettre en place. C'est vrai qu'avant on avait des méthodes de travail qui étaient plus à l'ancienne. Forcément, notre père qui a bâti cette boîte, c'était à l'ancienne, quoi, du papier, un petit fichier Word par-ci par-là et puis c'est bon. Là en vrai, je pense qu'elle est en train de se moderniser avec tout ce qu'on a maintenant comme moyen. C'est en train de devenir beaucoup plus professionnel, beaucoup plus moderne dans tous les moyens qu'on a mis en place.
Tu es gros hacker Exactement. chez FMI. Quand tu es arrivé ici en janvier, est-ce que tu as plutôt été agréablement surpris? Est-ce que tu as plutôt été moins agréablement surpris et tu t'es dit ouf, il y a du retard à rattraper par rapport à une boîte de BTP? Comment tu as vécu la chose? Comment tu as perçu la chose? Je suis arrivé dans une bonne dynamique. J'avais l'avantage et j'ai l'avantage de pouvoir travailler avec Enzo au quotidien, qui est quand même très orienté tech. Et donc du coup, l'outillage, la stack, etc. ce ne sont pas vraiment des sujets. Était déjà en place. Exactement. Et puis il y a des choses qu'on travaille et on teste et on itère sur des produits. En l'occurrence, SEMrush reste quand même quelque chose qu'on a développé très récemment. Donc non, il y a une vraie ouverture à ce niveau-là, ce qui permet de travailler confortablement. Donc c'est vraiment top. Comment vous percevez la chose justement aussi, cette fierté de votre maman, de votre papa j'imagine, il y a votre sœur. Même si maintenant ça grandit et qu'il y a plein de nouveaux collaborateurs, ça reste aussi un noyau dur familial. En fait, on a lancé une course à 200 à l'heure depuis le début. On fait step by step, on avance et on le vit à fond. On n'a pas le temps de célébrer les choses parce qu'on est déjà sur la prochaine. Il y a une inertie qui va tellement vite. C'est ça, exactement. Ils nous disent quand même qu'ils sont très fiers de ce qu'on accomplit, tous ensemble, pas que de nous spécialement, mais tous ensemble. Et nous, on est fiers aussi de voir évoluer des membres de notre famille qui de base se disaient peut-être on n'y arrivera pas, ou vous allez trop vite, ou c'est trop digital pour nous, etc. Et au final, ils sont comme des poissons dans l'eau avec les outils parce qu'on a fait en sorte de pouvoir les développer pour eux, avec eux et de ne pas laisser sur le côté. C'est quoi les prochaines étapes et comment vous abordez ces prochaines étapes? Pour nous, les prochaines étapes, ça va être de consolider ce qu'on est en train de créer là tout de suite, de l'absorber comme il faut, que ça tourne de manière assez huilée, de comprendre et de savoir, grosso modo, former les équipes. Et je pense qu'après, on va attaquer un volet de croissance externe. Après FMI, on est allé à Tours. Et donc on est allé voir Mickaël et Johanna dans leur, premier salon, mais je crois que ce n'est pas leur premier local en tout cas. Incroyable. Hello. Hello. Salut. Ça va, messieurs? Bonjour. Plaisir de vous voir. Salut. Ça va, Anis? En forme? Yannick, comment tu vas? Ça va? En forme? Ouais. Et t'es une championne, c'est incroyable toutes ces courses. En plus, ils me disaient qu'elles n'étaient pas toutes là. Elles sont pas toutes là en effet. Ah waouh. Et du coup, chaque fois, c'est des compétitions. Il y a tout, soit en présentiel, donc en live, soit en ligne, soit autant que juge pour différents concours aussi en extension de style, maquillage permanent, etc. Donc il y a un peu de tout. Donc on arrive et tu as déjà une cliente qui est en train d'être servie. T'en as une autre qui est arrivée qui va être prise en charge. T'as Mickaël et Johanna qui sont ultra contents d'être là. Johanna qui évidemment ne s'occupe pas directement des clients parce qu'elle est sortie de l'opérationnel grâce notamment à ce qui a été mis en place. Mickaël qui est dans son bureau et qui pose la stratégie et qui nous attendait. Il a même eu le temps de venir nous chercher justement à la gare, super sympa. Alors moi c'est Johanna Fac, du coup je suis présidente de l'entreprise Studiolage qui est du coup aujourd'hui un institut spécialisé dans le regard, un deuxième institut en cours d'ouverture mais également du coup un centre de formation spécialisé dans le regard et une marque de produits. Donc je m'appelle Mickaël Paradella, j'ai 34 ans. Avec ma compagne on gère la société Studiolage. Donc moi dans Studiolage du coup je gère tout ce qui est administration, tout ce qui est acquisition et tout ce qui est vision. Donc après, ici, on a notre pièce principale où on accueille les clients. Du coup, nos spécialistes sont en prestation actuellement. Bonjour. Bonjour. Voilà, ici, donc, c'est notre pièce de formation. C'est là où on accueille du coup les élèves quand elles viennent en présentiel pour leur apprendre à pratiquer les extensions de cils. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce local? Depuis septembre 2023. 2023. Et ouais, justement, maintenant, il y a le deuxième qui est en préparation. Exactement. Que vous attendiez de faire. Et justement, qu'est-ce qui vous retenait de ne pas passer à l'action tout de suite? Et avec du recul, est-ce que c'était une bonne chose d'avoir peut-être un petit boost pour se dire ok, on y va, on le fait? Vu que Johanna était beaucoup dans l'opérationnel ici avant, elle ne pouvait pas être dans l'opérationnel dans les deux. Et sauf que en fait, on a réussi à dégager celui-là, un Johanna de l'opérationnel. Et du coup, on avait la data était là, tous les chiffres étaient bons, tu nous as validé. Le fait de ça aussi, de se dire, on était autodidacte pour cet institut. Ouais, complètement. Donc, de nous dire, si vos chiffres ils sont bons, en fait, faut y aller. Ça nous rajoute quelque chose parce que nous, certes, on voit que l'institut est plein, mais est-ce qu'on est rentable? Est-ce que c'est assez pour ouvrir un deuxième? Est-ce que tout ça? Donc, il y avait ça aussi qu'on avait besoin, je pense. Mickaël et Johanna, c'est très simple. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. D'autant plus que Mickaël, c'est un profil très réfléchi, très cartésien. Il a besoin d'être poussé, il a besoin d'être challengé. Johanna, elle, c'est un peu la femme clé. Elle est là, elle porte la vision, elle tire le truc. C'est une locomotive.
c'est une boule d'énergie. Elle a faim, elle a envie de tout arracher, elle a envie de vraiment, ça sent, tu vois, il y a ce feu en elle. Sauf qu'elle n'avait pas les bonnes stratégies, elle n'avait pas les bons outils. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle passe sa vie en fait derrière un comptoir à accueillir ses clients, à les traiter. Les week-ends, elle va faire des concours parce qu'il lui faut un 58e titre de championne pour imposer sa légitimité. Alors avant de rejoindre entrepreneurs.com, mon quotidien c'était vraiment courir, éteindre des feux comme on dit, parce que j'étais aussi du coup en clientèle avec mes équipes. J'avais très peur de lâcher cette partie-là et de me dire je peux devenir une vraie entrepreneuse et déléguer certaines tâches, effectivement être sur la partie un peu vision, etc. C'est des choses qui pour moi n'existaient pas. Pour moi j'étais faite juste à être sur des prestations, faire en sorte d'augmenter le chiffre d'affaires, mais sans vraiment savoir où aller. C'était beaucoup de fatigue, c'était un peu de pression. Je me suis dit au début je fais tout ça pour mettre à mon compte, gagner plus d'argent, avoir de la liberté. Au final, j'étais dans une prison, quoi. Je faisais un peu tout ce qui devait être fait dans la société sans forcément de stratégie. Donc c'est vrai qu'on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et donc moi, j'étais beaucoup dans l'opérationnel. J'essayais d'aider Johanna un maximum pour ses réseaux, pour les sites internet. Je gérais l'administratif parce que c'est pas quelque chose qui me plaît, mais que je maîtrise assez bien. Donc mon quotidien, en fait, c'était gérer le quotidien. Aujourd'hui, Michael, il est dans son bureau, il a des heures dans son bureau, il sait exactement ce qu'il fait, quand il le fait, pourquoi il le fait. Il bosse avec les bonnes personnes, il délègue, il structure, il apporte de la valeur, il craque le code et il permet à sa boîte de grandir. Johanna, pareil, elle se concentre sur là où elle est excellente, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la vision de sa boîte, le service client, former ses collaboratrices à sa méthodologie. Inutile maintenant de faire des concours pour avoir plus de crédibilité ou autre. Elle en a plus que n'importe qui, je pense, dans ce domaine et elle en a conscience. Donc changement de posture, confiance en soi. En fait, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et ça fait extrêmement plaisir. Et je pense qu'ils ont encore du chemin à faire. Mais c'est ok, ça fait partie du processus. Tout le monde évolue, tout le monde grandit. Le Alec d'il y a 3 ans, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus celui qui existera dans 3 ans. J'évolue comme tout le monde et c'est hyper important d'avoir conscience. Ne soyez pas en train de vous comparer à l'étape 10 de quelqu'un d'autre si vous êtes à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 5 et vice versa. Il y a un jour quelqu'un qui va se comparer à votre étape alors qu'en soi, ça ne sera pas comparable. Et ça, c'est hyper important de le retenir. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour sortir progressivement de l'opérationnel de ces instituts? Parce qu'au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, tu étais encore pas mal dans les instituts. Peut-être que tu te disais que tu ne peux pas forcément en sortir. Si tu n'es pas là, ça ne tournera pas. Exactement. Or aujourd'hui, tu me disais que tu y vas une fois par semaine, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'enlever petit à petit. Je ne suis pas partie du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai expliqué aux filles ce qu'on mettait en place, etc. pour qu'elles ne se sentent pas délaissées non plus et qu'elles n'aient pas l'impression que je les abandonne. Et j'ai pris surtout plus confiance en moi je peux le faire en fait, que ça va tourner même si je suis pas là. C'est ça qui me faisait surtout faire. Je me suis dit, demain je suis plus là, mais chiffre d'affaires, on va fermer. C'est ça qui me faisait peur. Tu l'as expérimenté jour après jour progressivement, le temps de gonfler ta confiance sur le fait que tu pouvais t'extraire complètement et ensuite tu as fait le move. Et à partir de ce moment-là, le fait de faire un deuxième, un troisième, un dixième, ça devient presque une formalité. Exactement. Parce que maintenant tu sais former les personnes, vous savez communiquer, vous avez la formation aussi en parallèle. Vous commencez à créer l'écosystème de façon globale et ça c'est top. C'est vrai qu'on a principalement rejoint Entrepreneurs pour la partie formation où là il y avait un gros plafond de verre. On n'arrivait pas à dépasser un certain chiffre sur l'année parce que oui, j'étais prise dans la partie clientèle et je trouvais pas le temps de faire plus. Mais surtout on n'arrivait pas à faire les choses et on était vraiment plafonné. On avait l'impression de faire tout et que ça n'avançait pas. On arrivait au bout de quelque chose. Moi j'avais mis tout ce que je savais faire, Johanna avait mis tout ce qu'elle savait faire et on était un peu bloqué. On n'arrivait pas à passer un cap. Et du coup on s'est dit faut qu'on trouve quelqu'un qui nous aide à aller plus fort, à aller plus grand. On a toujours été du genre à vouloir investir en soi. On a très bien compris qu'investir en soi, il n'y a que ça qui allait nous faire avancer. Donc on a testé plein de choses. On s'est déjà fait accompagner par d'autres entrepreneurs et ça n'aboutissait à rien, ça marchait pas. Et au fond de nous, on se disait, c'est pas possible que chez certains ça fonctionne et pour nous ça fonctionne pas. C'est pas possible. Et du coup, on s'est dit, voilà, on veut être accompagné par les meilleurs et on veut vraiment réussir. Donc on se donnera tous les moyens possibles pour y arriver et c'est ça qui a fait qu'on vous a rejoint. On avait essayé de se faire accompagner avant. Ça n'avait pas fonctionné du tout. Je me rappelle très bien que j'avais dit quand j'ai rejoint Entrepreneur, c'est un peu la dernière chance et trouver des personnes qui sont capables de nous emmener à une autre échelle. On va voir ton bureau? Allez, magnifique. L'antre de Michael. Mais ouais, moi je bosse ici du coup toute la journée. Top. Donc là tu prépares, toi tu es en mode marketing. VSL, funnel, ads. Vous faites un challenge? Ouais. En mai? C'est ma target. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est ma target parce qu'il y a
J'ai toutes les ads à créer pour la VSL aussi. Donc je finis les ads, après j'attaque le challenge. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Tu maîtrises la technique, le produit il est validé, tu maîtrises ads, c'est juste quoi, le format qui change un petit peu? Ouais, non, mais si, je vais y arriver. C'est les dates qui sont un peu très challengeantes. Parce qu'on a plein de choses aussi en ce moment. Avec le nouveau local, on fait beaucoup d'allers-retours. Et il y a toujours des appels à donner, assurance, élec, des trucs comme ça. Est-ce que c'est possible? Beaucoup. Non, mais oui, j'ai mis c'est possible. Est-ce que tu as les compétences? J'en ai des compétences. Et est-ce que tu as la volonté? C'est obligé. Voilà, donc si tu as les 3 paramètres, tu vas y arriver. Tu vas faire un challenge de fou, tu vas tout déchirer. C'est sûr, c'est prévu. Le premier sujet le plus important, c'était vraiment la formation, puisque l'Institut lui-même, il tournait déjà plutôt bien. C'était de construire le tunnel de vente pour aller chercher les clients, etc. Donc on avait testé les webinaires avant Entrepreneurs et clairement gros flop, ça n'a pas du tout fonctionné. Ensuite on a testé VSL, ça n'a pas fonctionné, etc. Et malgré tout, du coup Alec il nous disait continuez. Donc on a mis d'autres choses en place sur les webinaires et ensuite ça a explosé. Quand vous êtes arrivé au départ, il y avait un vrai sujet sur les webinaires. Hein. Vous n'étiez même pas rentable. Même presque parfois, je le sentais, vous étiez à 2 doigts d'abandonner. On ne voulait pas abandonner, mais on a fait notre première vente à partir du 7e. Ouais, vous étiez challengé. Hein. Ouais. Et moi, je vous disais non, mais ça peut marcher et tout. Et là, maintenant, ça tourne bien. Hein. Ouais, maintenant, ça tourne bien. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, depuis le début d'année, on est à 130 000. Ok. Donc, sachant que sur l'année dernière, on a fait sur l'année complète 160. Ah, waouh! Donc là, en 4 mois, 130 000 et sur l'ensemble de l'année dernière, 160 000. Ok, donc ouais, cette année, c'est quoi l'objectif sur les webis? L'objectif, ça serait de stabiliser 50K par mois. Ok, donc et 2027, après... 1 million. Ouais. Si tu continues, si vous continuez à scale de cette façon, là, cette année, si vous êtes à 160 000 et qu'ensuite vous montez progressivement, ça permet d'aller chercher au moins 500 000 € de chiffre d'affaires. Et si déjà l'année prochaine, d'après, vous passez le cap du million, c'est beau. Enfin, moi, comment je perçois la chose, c'est une activité annexe, c'est une activité tiers. Qu'est-ce qui t'empêche là de dépenser beaucoup plus en ads? C'était déjà le sujet la dernière fois. Hein. Mais je vois que tu fais des efforts. On est passé de 500 à 1000. Alors en termes des résultats depuis le début, déjà notre chiffre d'affaires il a carrément changé sur la partie qu'on voulait développer le plus, c'est la formation. Donc on a réussi à craquer le code. 2025 on a ouvert, on a fait x10 sur notre chiffre d'affaires par rapport à 2024. Et là, en 2026, en 3 mois, on a déjà fait 80% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc on prévoit de faire un x5 par rapport à l'année dernière. On est passé d'une activité annexe qui représentait 10% de notre chiffre d'affaires global, toute activité confondue, à une activité qui, à elle seule, fait 60% du chiffre d'affaires. Il est bien ton dashboard, tu as créé ça de toutes pièces? J'ai connecté Claude aussi pour la suite, mais j'ai commencé sur le Rebel. Ok. Donc ouais, c'est pour gérer tout, parce que justement, j'avais trop de trucs. Donc là, j'ai tout, j'ai mes instituts, mes formations. Ah oui, donc tu as créé ton dashboard de A à Z, ta propre plateforme en IA pour gérer les formations, les élèves, les webis, les salons. Mais tu vois, j'adore ça, hein, Anis, c'est fou parce que… ouais, j'ai vu, tu t'es levé. Il a entendu IA, il s'est levé. Non mais c'est dingue parce que ce matin, on était chez Mati, Enzo, donc FMI, boîte de sécurité en hauteur dans le bâtiment, vous avez rencontré dans nos immersions et tout. Et eux aussi, ils ont créé une plateforme. Et vu que nous, on fait que de parler d'IA, de plateforme, qu'on vous donne accès à la plateforme, bien sûr qu'on parle de ChatGPT, de Claude, de machin, là, c'est pas anodin. 2 personnes, 2 fois, vous créez votre propre plateforme de A à Z. Ça me fait super plaisir parce qu'en fait, toutes ces fois où on vous rabâche, utilisez l'IA, en fait, on n'est plus sur juste poser des questions à ChatGPT. Là, ça transforme votre façon de piloter votre boîte, mais dans le concret, on voit tous les chiffres, tous les rapports. Enfin, il y a tout quoi. T'as tout. C'est bien mieux qu'un CRM parce que tu as construit ton CRM sur mesure. On a vu l'évolution, on a vu leur bureau, on a discuté, on a échangé, on a challengé. Puis ensuite, on est allé voir leurs nouveaux locaux qui vont ouvrir. Si vous êtes à Tours, je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ouvert. Hein. Allez les voir. On y va? On découvre. Allez, go. Allez, c'est parti. Ah, j'ai hâte là. J'ai l'impression que j'arrive dans mon nouvel appartement. Après toi. C'est parti. Merci. Ah ouais, on est sur un autre dans son jus. On est sur un autre niveau là. Vous nous enverrez une photo, une vidéo quand ce sera prêt. Parce que là, dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ça va être incroyable. On est sur combien de mètres carrés en tout? 102. 102 mètres carrés. Ok. Là, tu es sur quelque chose de neuf, de lisse, de net. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. C'est ça. Va et si on visualise, donc là, on rentre. Ça va être comment ici? Donc l'accueil ici. Ouais. De ce côté-là. Après, du coup, le côté un peu client de base, je le voyais là.
Là, Ça va être le petit salon justement, ça va être le dans petit ce salon, coin-là. ouais. Client de base, c'est quoi client de base? Bah, en fait, Ça va être petit un salon, canapé, un petit salon, canapé voilà. juste assis, sympa. voilà. Donc ensuite on avance et puis donc ici cette petite pièce. Donc pour l'instant on va faire un bureau. Ok. Comme je vais être pas mal là au début, je vais me faire un petit coin ici. Après ça peut toujours être une pièce pour des clients plus tard. En plus, notre salle de pause. De pause. Bon, comme à l'étage, tu sais, oui, pour... Ouais, P-A-U-S-E. Oui, exactement. Okay. Et là, on va avoir notre dernière pièce, donc la pièce de pigmentation, donc la même qu'on avait tout au fond dans l'autre boutique. Voilà. Ok, donc là c'est pour le... Maquillage permanent. D'accord, ok. Voilà, les normes, la petite pièce derrière. Ok, ok. T'as commencé dans ta chambre, toi? Au milieu de mon salon. Au milieu de ton salon, ouais. Au milieu de ton salon. Il y a combien de temps? C'était en 2019, donc là ça fait 7 ans? Ouais. 7 ans plus tard, une boîte de formation, une gamme de produits et bientôt surtout, plein d'autres choses. Ouais. Comment vous êtes dans quel état d'esprit là pour l'ouverture? Bah, à la fois j'ai un peu peur et à la fois je suis hyper confiante parce que je l'ai déjà fait et je sais que ça va le faire. De toute façon, je suis convaincue que ça va le faire. En fait, aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place, ça nous permet de quand même passer du temps de qualité avec notre fille parce que justement, on fait cette séparation. Le fait qu'on soit tous les deux à travailler dans le business fait qu'il avance toujours. Et on a réussi à séparer vraiment des temps avec nos enfants. Le soir, notre fille, elle n'est pas à la garderie jusqu'à je sais pas quelle heure. Il y a quelqu'un qui va la chercher, on passe du temps avec. C'est vrai qu'on est plus souvent à 2 qu'à 3, mais on a quand même du temps de qualité le week-end à 3 et nos vacances aussi, c'est à 3. Notre fille, ça reste le numéro 1. Le business passe en deuxième. Donc c'est vraiment, on a du temps de qualité avec notre fille parce que justement on a pu déléguer, parce qu'on a pu construire. Aujourd'hui on sait que on peut prendre des vacances et que le business continue à tourner, que ce soit les formations ou l'institut, il tourne sans nous. Donc aujourd'hui on a les vraies coupures et on peut vraiment passer du temps en famille de qualité. Dans 5 ans, moi, j'aimerais faire évoluer les instituts au max parce que c'est vraiment, de base, mon objectif principal. Donc, j'aimerais en avoir plusieurs. Alors, je ne vais pas te donner un chiffre parce que je ne sais pas, mais en avoir plusieurs, ça c'est sûr. Et vraiment, ce que je voudrais, c'est au moins sur toute la France, devenir la référence, que ce soit en termes d'instituts ou en termes des formations. Parce que, comme je dis toujours, la formation, aujourd'hui, il y en a plein, mais moi, je ne suis pas là juste pour vendre des formations, je veux vraiment leur apporter de valeur. Et les instituts, c'est pareil, on veut durer sur le temps et vraiment montrer et donner de la qualité à nos clients et pas juste être un institut de plus comme les autres. Après Studio Lash, on a quand même fait, il faut le dire, 6 heures de route de nuit. Donc Anis qui a pris la route, qui a pris la voiture, j'ai absolument aucun mérite. J'étais à côté de lui, j'ai dormi tout le trajet pratiquement. Et du coup, on a traversé une bonne partie de la France, plus de 6 heures de route je crois. On est passé de Tours à Grenoble ou Lyon? Lyon. Donc on est arrivé à Lyon de nuit, on a dormi quelques heures et ensuite on est parti le matin tôt à Grenoble. Donc on est arrivé chez G-Décor à Grenoble. C'est magnifique, incroyable. Vous êtes arrivés, c'est bon? Ouais, c'était bon. Super. Bienvenue les gars. Magnifique. Salut, ça va? Ça va? Oh, t'as l'air en forme, hein? J'essaye. Beau gosse, ça. Incroyable. Grenoble, G-Décor, magnifique, merci de nous accueillir. Tu nous fais visiter? Ouais, bien sûr. Trop bien. G-Décor, depuis 16 ans. Cette année, on est un acteur qui intervient sur la partie rénovation, agencement, construction à destination d'une clientèle historiquement de particuliers et aujourd'hui de professionnels. Donc on part de la conception d'un projet, c'est-à-dire qu'on reçoit un prospect qui a une idée de maison, d'appartement, on le conçoit, on le dessine, on définit un cahier des charges, on dit ce que ça coûte et on réalise le projet avec nos salariés. J'insistais bien là-dessus parce que c'est le modèle de G-Décor. Bien sûr. Moi ça j'aime bien toujours le raconter, Alec, c'est qu'ici c'est un ancien bâtiment industriel. C'est toujours de quoi on part parce que notre métier c'est de faire de la création. Donc il faut vraiment imaginer, avoir en tête que ce bâtiment-là c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Ici c'était un entrepôt, ici il y avait un quai de chargement, là il y avait une porte sectionnelle. Donc déjà de base quand on intègre ici, la réflexion un peu d'architecture et d'agencement. Ah ouais, faut le visualiser. Quand on fait un showroom, faut le visualiser quand même. Donc c'est là où nos clients et nos prospects ils arrivent. Magnifique. Globalement là on a 600 mètres carrés de showroom et de bureaux. Donc on a une partie qui est beaucoup plus destinée à ce qu'on appelle la partie matériothèque. C'est la partie carreau, carrelage. Juliette, qui est ici, qui est notre architecte, qui reçoit tous nos clients. C'est vraiment elle qui gère un peu la direction artistique des projets, qui accompagne l'esthétique, l'agencement, l'organisation, le relevé. Donc tous les clients globalement passent par Juliette.
Donc petit format, carreau, parquet, enfin voilà. Là, on est vraiment dans le matériau, dans la matière. Et le but de nos projets, c'est de construire des choses qui soient toujours un peu singulières. Très clair. Magnifique endroit, que ce soit Grenoble, l'endroit en tant que tel, et puis le showroom, c'est extraordinaire, on arrive, tu as un super parking, déjà tu vois ce truc, G-Décor immense, les baies vitrées, tout est parfait, tu rentres, tu as le showroom, il nous fait visiter, on nous offre un café, et à la réceptionniste qui est là, on voit les bureaux, on voit les équipes, on voit ensuite l'entrepôt, on regarde tout l'entrepôt, les 2 étages, tout le stock, on voit les équipes qui travaillent le bois, on voit le papa, on voit… Enfin, extraordinaire. Donc ici, on expose nos produits, nos clients choisissent leurs références. L'avantage dans notre métier, c'est que tout notre mobilier, tout ce que vous voyez autour de nous, c'est nous qui le construisons, on n'achète rien. Là, on s'est amusé à faire un rétroéclairage sur une pierre. Ça, c'est une feuille de pierre. Ah, c'est magnifique. Quand tu dis que c'est toi qui construis, tu construis ça où? T'as l'usine? On va y aller après, ouais. On a l'atelier, exactement. Wow. 100% de ce qu'il y a ici, c'est… Ah ouais, ça c'est fabriqué par nous. On ne fabrique pas la matière première, tu t'en doutes. Hein, par contre, on assemble, on imagine, on dessine les maisons en bois, tout ça. Enfin, tu vois, on s'est dit, on est des constructeurs, comment on fait le truc pour créer des espaces. Déjà, on en a enlevé une. Ici, il y avait une maison avant, là. On l'a virée, elle nous faisait chier. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'a remplacée. Et là, après, on a un petit espace salle de bain. Voilà. Où là, on met un peu de béton ciré, du receveur, du meuble. En fait, on montre un peu ce qu'on fait. On travaille beaucoup l'éclairage. Ouais, si vous regardez bien, il y a toujours de l'éclairage qui vous rappelle un petit peu les différents arrangements. Ça, c'est important. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Au-delà de faire des projets, on pense toujours à comment est-ce qu'on met en lumière les intérieurs. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, le client il se projette, il imagine, il voit. On fabrique tout ça. Là, qui a dessiné l'aménagement? C'est ma sœur, ça. Ma sœur, c'est mon associé sur la partie agencement sur mesure. Donc c'est vraiment elle qui toute la partie immobilier. L'aménagement, l'éclairage, comment ça a été pensé, le parcours client? À 200%. Ok. Ouais. Et est-ce que tu es amené des fois à faire des mises à jour ou à changer certains éléments? Tout le temps. Notre showroom, là, on est arrivé ici en 2021, on l'a changé combien? 3 fois, 4 fois? 3 ou 4 fois. Moi, quand j'ai créé G-Décor, j'ai commencé avec mon père. Mon père, c'est un peintre plaquiste qui fait des petits travaux. À un moment donné, j'ai dit, on fait bosser un électricien, il faut que je monte une boîte d'élec. Là, je vais chercher mon pote, mon meilleur ami, qui est dans une boîte d'électricité, je dis viens on monte une boîte. Donc là on s'associe. Et après je fais la même chose avec les matériaux, je fais la même chose avec la menuiserie, j'ai fait la même chose avec la peinture, après avec Youssef. Aujourd'hui on a une mutualisation de compétences. Par contre on a un client commun. Donc là le client quand il arrive chez nous, il n'a pas d'échappatoire. Il est aux anges quoi. Ouais, parce qu'en fait dès qu'il a une question, il n'y a que des techniciens. 100%. Voilà. Ici c'est ce que je disais. Historiquement, moi quand j'ai rentré les bâtiments en 2021, quand on a dessiné le projet avec l'archive, ce que j'expliquais tout à l'heure à Nice. Moi j'avais mon bureau, ma salle de bain, mon espace sanitaire, un bureau privatif et un bureau disposé pour mettre par exemple la responsabilité financière ou ce genre de choses. Je m'étais construit des tâches que pour moi. Et j'avais mis tous mes associés et tous mes collaborateurs dans l'enfilade de bureaux qui se trouvaient là-bas. Et moi j'étais ici un peu dans mon perchoir, là, dans ma prison un peu dorée. Là. Et en fait je me suis rapidement rendu compte au bout d'1 an et demi qu'on perdait en efficience, qu'on perdait en efficacité. Et je sentais que les gens avaient du mal un peu à passer cette porte. Et dans le il y a une porte là, une deuxième porte ici. Il fallait en passer 2 pour venir te voir. 2 portes. Et en fait, je pense que j'ai eu ce besoin. Ça faisait une dizaine d'années que j'avais la boîte. J'avais besoin d'être un peu ce rôle un peu de patron. Mais en fait, nous, dans nos métiers, on se rend compte qu'il faut être dans la mêlée. Moi, comme j'identifie vachement à ça. Donc du coup, j'ai pété toutes les cloisons. Et là, j'ai remonté commerciaux et conducteur de travaux et un de mes associés. Là, on est dans votre showroom. On a pu faire la visite. C'est magnifique. Merci. Il y a combien de mètres carrés ici autour? 1750. 1750. Mais au départ, ton papa était artisan. 88, c'est ça qu'il a démarré? Comment tu as vu justement l'évolution jusqu'à aussi la reprise de cette entreprise pour ensuite en faire ce que c'est en train de devenir? Mon père était artisan. Je dirais que moi, depuis gamin, mon père, il m'a toujours donné cette culture du travail. Quand on est fils d'artisan, quand on veut faire un petit peu de sous, on y travaille l'été, les vacances, le week-end, ce genre de choses. J'ai jamais manqué de rien. Je suis un enfant bien élevé et né au bon endroit, comme on dit. Il n'empêche que pour avoir quelque chose, il fallait faire. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a construit. Quand j'ai passé mon bac STG, j'ai compris que la gestion, la communication, les mathématiques, tout ça, c'était quelque chose qui me plaisait. Au début, je devais partir dans une boîte dans l'agroalimentaire et tout, et en fait, j'avais envie de construire une histoire familiale. Ça paraissait dingue, mon père, il est tout seul. Je lui dis, viens, je bosse dans ta boîte, je vais faire du commerce dans ta boîte. Un artisan, il n'a pas besoin d'un commercial. Si mon père n'était pas dans le bâtiment, j'aurais fait un autre métier. Je pense que j'ai fini là-dedans parce que c'est dans la culture familiale aussi. Mais Sébastien, c'est incroyable parce que c'est une putain de machine ce mec. Pendant quoi, 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien, il développe sa boîte comme un acharné. C'est lui l'homme clé sur la partie commerciale. Il va chercher les deals les uns après les autres. Et ça, il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Il y a même eu des phases difficiles pour lui.
même si c'est un homme fort, c'est un boss, tu vois, il a ce truc de je vais pas montrer mes difficultés, je vais pas montrer mes faiblesses, encore moins à mes équipes, encore moins parce que je travaille avec ma famille, donc il compte sur moi. Et ça, il faut quand même le dire, hein, la charge, les difficultés qui sont sur les épaules de l'entrepreneur qui doit tout assumer seul, même s'il a une équipe, c'est pas simple. Et ça, on le voit encore là dans cet exemple. Donc ici, hop, on a toute la partie donc bureau. Là, c'est Damien, vous l'avez vu tout à l'heure, on est associé sur G-Menuiserie parce que nous, la partie menuiserie, elle n'est pas représentée ici. On a un magasin de 200 mètres carrés à combien de temps? 300 mètres, 500 mètres, 1 km, je sais pas, non, ça, je ne me rends pas compte. Juste à côté, donc vraiment la menuiserie extérieure, elle est identifiée dans un autre, avec magasin. Showroom. Showroom, ouais. 200 mètres carrés. Okay. Et quand tu dis menuiserie extérieure, ça va être quoi? Toutes les ouvertures, les... Fenêtres, portes volées, portes d'entrée, enfin, Damien pourra l'expliquer mieux que moi. Clôture, portail, et puis menuiserie, porte d'entrée, tout ça. Là, on est chez les notaires. Ah voilà, la salle de réunion, c'est cool parce qu'on voyage en fait. On voyage à chaque fois, à chaque pièce. Pourquoi on fait ça en fait? C'est comme on dit, nous, un showroom, ça coûte cher à entretenir, c'est grand, on paye la taxe foncière, on est propriétaire ici. Enfin, nous, quand on arrive à faire venir le prospect ici, il comprend en fait la dimension de l'entreprise avec laquelle il va travailler. Bien sûr. 95% des cas, quand le client il passe par là, globalement, on a l'opportunité, la chance de bosser pour lui. Bien sûr. Le gain de confiance instantané, il est énorme. Après, tu vois, il n'y a pas un truc qui traîne. C'est nickel, c'est beau, c'est propre, c'est carré. Et ça, c'est pas parce que vous êtes là. Hein. Non, mais je. L'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais ça se ressent. Tu viens signer un devis ici, tu te demandes pas si le gars il va finir le chantier, s'il va pas partir en cours de route. Mon père, il a commencé en 88. Même s'il était artisan, il a quand même commencé. Ça fait. Tu vois, donc. On commence à faire partie de ces entreprises qui s'inscrivent dans une... Ton père a commencé en 88. Ouais. Gardina Business dans le domaine artisanal a bientôt 40 ans. Voilà. Ma soeur, elle s'occupe de toute la partie cuisine, agencement sur mesure, conception de projet. Enfin, elle a un rôle d'architecture d'intérieur aussi beaucoup dans la société. Bien qu'elle s'occupe de l'aspect esthétique du showroom, elle bosse surtout pour le client, quoi. Pauline, ma petite cousine, voilà, qui bosse dans l'entreprise, qui est sur la partie administrative. Là, on a Christelle qui est en congé. Parce que nous, dans la boîte, il y a ma mère qui bosse. Il y a ma soeur, ma cousine, mon père, donc qui est à la retraite maintenant. Et là, on a Yves. Yves, c'est le responsable logistique, parce que je vais vous montrer les ateliers. L'entrepôt. Ça, c'est pas censé être comme ça. Yves, c'est le bordel. Nous, là, l'année dernière, on a consolidé le chiffre à 6 millions d'euros. Je pense que cette année, on va passer bien à 7,5, 7,5, 8. Superbe. Ouais, avec une marge qu'on maîtrise. Ouais. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. C'est cool qu'on ait pu retravailler sur ces sujets. Ouais. Et qu'est-ce qui explique cette croissance tout en ayant maintenant maîtrisé la marge? C'est acquisition digitale ou c'est le bouche à oreille? C'est d'autres choses? Et en fait, on a accepté de dire non à certains projets. Tu te souviens de ta tête quand on t'a fait comprendre que tu travaillais et que tu payais pour travailler parfois? Oui, bien sûr. Mais moi, malheureusement, ça nous arrive encore, je pense. Ok. Beaucoup moins. Mais il y a des projets sur lesquels, nous on fait des métiers, on vend du temps de travail. Donc le client il n'accepte pas qu'on passe le double de temps, il ne payera pas 2 fois le prix pour avoir la même prestation. Bien sûr. Donc notre enjeu il est toujours un petit peu là, quoi. Ouais. Là c'est toute la partie petite fourniture. Chaque entreprise a son couloir et comme on n'avait pas assez de place, du coup on a fait la mezzanine. Et là par contre vous arrivez chez les fournisseurs là. Tout classé par référence, par unité, par... Et tout ça c'est également digitalisé, vous avez un outil, un CRM? Maximum, ouais. Ok. En tout cas sur les sorties, sur les rentrées un maximum, ils feront... Alors on ne bip pas la sortie de matériel, hein, mais là tu vois on... Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous empêche de le déployer? C'est le process, non? C'est penser le process, parce que à quel endroit tu bipes, qu'est-ce que tu bipes pas, qui bip? En fait, on a des outils où on sait ce qui sort et lui il saisit dans les pare-chantiers tout le matériel qui sort. Donc ça c'est tout enregistré. Tout est enregistré. Même pour imaginer une scanette, une référence, on a tellement de rêves que... Donc c'est une question de priorité. Exactement. Je pense, ouais. Céline, tu nous parles de ton atelier là? On descend? Et après on aura fini. Superbe. Je peux quand même dire bonjour à ceux que je vois toujours sur les réseaux. Mon téléphone, je plaisante. Bonjour, vous allez bien? Enchanté. Bonjour. Bonjour. Il est là, le père fondateur. Là. Hyper content de vous rencontrer depuis le temps. Merci, c'est de même. Magnifique. Bravo. Vous êtes le seul qui porte le polo alors qu'il devrait tous le porter là, non?
C'est les gens des bureaux, c'est les gens de l'atelier. Donc du coup, bienvenue dans l'atelier. Ici, on est environ, enfin, ça a 3 menuisiers avec le responsable d'atelier qui est juste derrière, Pascal, qui s'occupe du coup de gérer à la fois les plans de fabrication, les menuisiers en fabrication et les menuisiers en pause. On a recruté une star à Grenoble, hein. Parce qu'il a été 15 ans à son compte, hein. Il nous a rejoint. Pascal Mangano. Hein. On te l'a fait ton petit clin d'œil, Pascal. Son rôle est assez important en tout cas au sein de GDH pour permettre vraiment du travail de qualité. À chaque fois, c'est son œil avisé qui fait qu'on rend de jolis projets. Donc chez GDécor, moi je m'occupe de toute la partie agencement sur mesure, surtout productivité, donc fabrication de meubles, mais aussi toute la partie qui est en amont, c'est-à-dire rencontrer le client, faire le projet d'agencement, développer le process jusqu'à la fabrication. Il y a aussi une particularité, c'est que Sébastien, c'est ton frère. C'est comment de travailler avec son frère ? C'est bien. Ouais. Non, c'est très positif. La communication, elle est assez fluide, mais ça permet de travailler en confiance et d'être en constante évolution et voilà, avoir des discussions qui permettent vraiment de faire évoluer toujours dans le même sens. Ces 2 dernières années ou cette dernière année, comment tu as vu l'évolution justement ? Parce que depuis le consulting, on avait évoqué plein de choses, il y a pas mal de choses aussi qui ont changé depuis. Ouais. Comment tu vois les choses toi de l'intérieur ? Avant, c'est vrai que c'était un peu désorganisé sur plusieurs personnes faisaient la même tâche. C'est beaucoup plus cadré, chaque personne a sa place, elle sait ce qu'elle doit faire et en fait ça permet vraiment de faire les projets d'une manière plus réglée, plus efficace exactement. Okay. Là sur GDH, c'est vrai ça fait que 6 ans qu'on a développé cette partie-là, enfin que 6 ans ça commence à faire, mais en 6 ans on a déjà énormément évolué et du coup là l'évolution elle est encore plus importante depuis cette dernière année et pour suivre la cadence il faut qu'on investisse dans des machines, faut qu'on change notre processus de fabrication qui est trop artisanal pour moi encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 exemples de changements que d'autres collaborateurs ont opérés suite à l'accompagnement de façon globale ? Déjà, on a redistribué les rôles de chacun. Chacun des collaborateurs a redessiné son périmètre de responsabilité, ses missions. Avant, tout le monde faisait un peu tout. Ça se faisait très bien, mais pour chacun, c'était compliqué. Et ils ont compris que aller dans ce sens-là, même si on a encore beaucoup de travail, ça va améliorer leur quotidien quand on sera arrivé à tourner correctement avec les process mis en place. Bonjour, Michel Jardina, ancien artisan, donc l'associé de Sébastien et Céline. Donc toi, tu as démarré en 88 ? En 88, tout à fait. Okay. Et donc, comment ça s'est passé au démarrage ? Tu étais seul ? Tu as recruté des gens ? Qu'est-ce que tu faisais ? Oui, j'étais tout seul. Ouais. Bon, avant ça, mon véritable métier, c'est l'électromécanique. D'accord. Et justement, Sébastien me racontait qu'il a grandi un peu avec le monde des artisans, du BTP, etc. À quel moment il a commencé à travailler avec toi ou à quel moment il y avait des discussions Oula, Sébastien a commencé très jeune avec moi. Ouais. Comme tous les garçons de son âge, il voulait avoir des jolies TN, des jolis trucs. Je peux lui payer, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, viens bosser. Ok. Ça t'apprendra, quand tu seras plus grand, à travailler comme tu es très. Ouais. Et puis bon, voilà, il est venu bosser avec moi depuis l'âge, on va dire 9-10 ans peut-être. Okay. Ah ouais, donc très jeune, oui. Très jeune. Donc il sait maîtriser la peinture, le placo, les legs, le carrelage, il a fait beaucoup de rénovations avec moi. Après, je l'ai amené beaucoup en déplacement aussi. Donc chez vous, ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Et ça finit tard. Bon, ça finit pas parce qu'aujourd'hui, théoriquement, tu es à la retraite. Tout à fait. Mais tu es encore là et tu es dynamique, tu vas partout. J'en parlais avec Youssef tout à l'heure. On te voit faire des trucs et tout. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont toujours besoin de moi. Comme je leur dis, je viens bosser avec vous. Ouais. 2-3 jours, pas à plein temps, parce que je vais quand même un peu profiter. Bien sûr. Et puis après, je mets mon expertise, mon expérience. Je ne dis pas que je suis le meilleur du monde. Ça fait quand même 50 ans que je fais ce métier, que je suis dans le bâtiment. Ouais. Voilà. Moi, j'ai adoré son papa. C'est pas que j'ai pas apprécié sa sœur, au contraire, j'ai adoré tout le monde. Mais son papa, vraiment, c'est hyper attachant, quoi. Il est tellement fier de ses enfants. Quand il te parle de sa fille, quand il te parle de son fils, il a lancé sa boîte en 88. Il te dit non, mais moi, je serais jamais capable, je serais pas capable de faire tout ça. Moi, les bureaux, c'est pas ça. Alors qu'en soi, c'est une force de la nature. Il a l'âge de la retraite, il pourrait rester chez lui, chill. Non, il est là tous les jours, ou quasi tous les jours. Il se donne il a envie d'aider, il connaît tout. Il s'agit vraiment d'humain. Et ça, c'est fou, ça n'a pas de prix en fait. Je le savais déjà, mais là, tu le ressens pour de vrai. Tu imaginais que ça allait devenir ce que c'est en train de devenir ? Non, honnêtement, non. Pas aussi gros que ça. Ok. Mais après, je lui ai toujours fait confiance et je l'ai toujours laissé faire. Ok. Ça, c'est son... il est bon pour ça. Ouais. Toi, en tant que papa, t'es fier moi, de ce je que tu suis vois ? très fier. Je suis même, je dirais, aux anges. Je leur ai donné une bonne
Un cadre. Un cadre, voilà. Et puis ils ont su évoluer avec le cadre. Et puis voilà, je suis très fier d'eux. En fait. Tu nous as évoqué le chiffre d'affaires l'année dernière, 6 millions. Là, la target de cette année, 7,5, encore de la croissance. Tu nous as aussi évoqué que maintenant la marge, elle est vraiment maîtrisée, quadrillée. Elle s'améliore en plus. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le consulting et qu'est-ce qui est en train de changer sur tous ces différents éléments? Au début, malgré que la culture d'entreprise existait, je pense que la seule personne qui était vraiment concentrée sur « faut gagner de l'argent », c'était moi. Quand j'ai intégré le consulting, j'ai amené avec moi mon équipe à être intéressé et comprendre la nécessité de produire des chantiers avec de la marge. On faisait des chantiers, on ne savait pas si on gagnait de l'argent, les coûts des matériaux avaient augmenté, donc là on a eu une catastrophe financière. L'entreprise, elle a certes maintenu son chiffre d'affaires sur son marché, mais elle a littéralement perdu de la marge et même une année perdu de l'argent. Tout ça pour dire que vivre les collaborateurs impliqués dans une entreprise qui a des problématiques financières, ça ne peut pas se cacher. Donc le simple fait qu'ils comprennent que être dans une entreprise qui gagne de l'argent, au-delà de pouvoir en bénéficier parce que les primes et autres, tout le monde est intéressé, ça contribue à se sentir bien au travail. Donc c'est pour ça que maintenant les gens, aujourd'hui, dès qu'on dépense quelque chose, dès qu'on achète un sous-traitant, dès qu'on achète de la... Il y a toujours cette analytique centrale qui revient sur le projet et qui toujours nous met en phase avec ce qu'on a vendu, est-ce que ça nous coûte et il faut que ça matche. Donc ça ne tourne plus qu'autour de moi. Tu vois ? Moi, pendant 10 ans, j'étais toujours en train de dire on est nombreux dans cette boîte, mais j'ai l'impression d'être seul. Moi, quand je suis passé par l'accompagnement avec vous, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution évidente. Déjà, on ne fait pas les choses à ta place. Bien sûr. Il faut avoir en tête que c'est plus de boulot. On a réussi à me faire comprendre que là, Seb, tu es sur le plafond de verre. C'est un mot qu'on emploie, qu'on voit beaucoup sur Internet. Mais c'est une vérité, c'est il y a un moment où tu peux faire plus. Quand tu te lèves à 5h et que tu rentres à 20h, il y a un moment donné, et si dans ta journée, tu es à fond, tu ne peux pas faire plus. L'étape d'après, c'est de déléguer. L'étape d'après, c'est de mettre en place des process. L'étape d'après, c'est de responsabiliser les gens, impliquer les gens. Et en fait, aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'on va chercher en plus, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à l'équipe. Les boîtes, les PME comme les nôtres, on est 50 tu vois, dans l'entreprise, elles sont très identifiées à son dirigeant. Il faut que le dirigeant soit en pleine santé pour que le reste puisse fonctionner. Je suis complètement sorti de l'opérationnel de GDécor. Donc ça tourne sans toi? En tout cas, ça produit sans moi. Ok. Il me dit à un moment donné, mec, je m'emmerde. Je sais pas quoi faire. Comment ça? C'est structuré, c'est délégué, je suis vraiment sorti de l'opérationnel. Maintenant, il faut que je m'attaque à un nouveau combat, à un nouveau challenge. Je sais pas, croissance externe ou voir comment on va développer X, Y, Z. Et ça, c'est fou quoi. En un an, le mec, il a changé complètement de posture. Il est passé d'entrepreneur à vraiment chef d'entreprise. Et la vraie question, c'est de se dire, mais pourquoi il n'a pas fait avant? C'était hyper satisfaisant. Aussi, à un moment, il me dit là, en ce moment, j'ai terminé mon accompagnement, je suis hyper satisfait, etc., etc. Mais en vrai, moi, je serai toujours dans votre équipe. À partir de maintenant, comptez sur moi pour tout ce que vous voulez. Je serai toujours dans votre équipe. Et ça fait extrêmement plaisir parce que ça va au-delà même de juste du chiffre d'affaires, de la marge et tout. C'est parce qu'il a vécu justement cette transformation. Et il sait à quel point d'autres entrepreneurs en auraient besoin. Allez les rencontrer, c'est juste extraordinaire. Donc, ça chamboule. Hein. Quand depuis 15 piges, 15 ans, tu es le pompier, tu es celui qui trouve la solution à tout, qui est sur tous les fronts, bien sûr, et répond à toutes les problématiques. Et là, tu te retrouves, entre guillemets, où on n'a pas attendu que tu arrives pour que les décisions soient prises. Tu ressens un truc chelou. Je pense que c'est ce que recherche l'entrepreneur à la base. Bien sûr. Tu dois aller chercher un nouveau challenge, un nouveau combat, encore plus ambitieux. C'est ça. Et qui permettra à l'entreprise de ne pas chercher à faire plus 10% ou plus 20% ou 30%, même si c'est très bien déjà pour la plupart des entreprises, hein, mais plus 100% ou même x3 potentiellement. Non, mais et ça, c'est tout ce temps. Tu vois, 1 an après l'accompagnement, j'en suis là. Donc, c'est des choses hyper positives. Mais il faut être capable de gérer ce changement. Bien sûr. Moi, je suis là-dedans en ce moment. On mange bien. Et regarde-moi, c'est pas beau ça. Chez GDécor, ils nous mettent une nappe, ils savent recevoir. On aime nos clients, ils nous le rendent bien. GDécor exceptionnel, hein. Ça fait encore une fois plaisir d'arriver dans un business qu'on accompagne depuis plusieurs mois maintenant, avec des vraies transformations. Et 6 mois après le consulting en plus, d'autant plus. Ils ont appliqué. De voir du business physique, de sentir le bois, les éléments, de toucher. Mais tu sais, c'est très agréable. Le plus frustrant, c'est qu'on puisse vous montrer que 10% de tous les échanges qu'on a eus, tu vois, même ne serait-ce que les échanges que j'ai eus avec sa sœur, avec son père, rencontrer les salariés, voir que au-delà de juste des chiffres, des KPI, des machins, des trucs, ça change la vie des gens. Vraiment, ça change la vie des gens. Et de leurs clients. C'est fou. Là, on mange et dans 15 minutes, on prend la route. 1h30 de route, c'est ça? Ouais. 1h40. 1h40. 1h40? Ouais. 1h40 de route.
Ok. 1h40 de route, on se rend à Thésée, chez Eric Ferry. J'ai hâte, ça va être top. Welcome to Anavi's place. Merci. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Plaisir de te voir. Mais oui. Et là, on arrive chez Anavi, chez Eric Ferry. Hyper sympa, hyper content. Entrez. Magnifique. Donnez-vous la peine d'entrer. Bonjour. Hello. Enchanté, Alec. Comment vous allez bien? Très bien, Super. Oui, top. Salut. Bonjour, Salut. Alec. Enchanté. Hello. Là, on est dans la cellule commerciale. Ok. Donc, Sarah qui est en charge de la qualification des prospects. Ouais. Quentin, chargé d'affaires chez Anavi depuis bientôt 2 ans. Exactement. Voilà. Qui a fait le poste qualification avant Sarah. Ok. Donc, il connaît bien la mécanique Anavi. Anavi, c'est déjà une entreprise spécialisée dans les aménagements extérieurs de la maison. Donc, on fait tout ce qui est carport, pergola, store, portail, clôture en aluminium sur des versions premium et très personnalisées. Bah, hâte, on reviendra tout à l'heure alors. Complètement. Ouais. Magnifique. Super. À tout. Merci. Donnez-vous la Bonjour. peine d'entrer. Bonjour. Je vais vous présenter Arlette, préposée au planning, service client. Bonjour. Voilà. Je vous présente Jean-Philippe. Bonjour, enchanté. Directeur des opérations chez Anavi. Superbe. Mon bras droit. Cool. Voilà. Enchanté. Et je vous présente Rachel. Bonjour. Enchanté. Responsable administrative chez Anavi. Et donc facturation client, fournisseur, RH. Elle nous présentera un petit peu son poste et puis elle aura l'occasion de nous dire l'avant-après. Les techniciens sont partis en week-end. Ok. Les techniciens poseurs sont sur les chantiers. Ouais. Donc on est sur effectif réduit. En Mais, tout aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs? En tout, 13, c'est ça? Ok. 12. 12. Avec moi? 100 mois, donc 13. 13. Voilà. En gros, tu as les techniciens, ce que tu appelles quoi, bureau, qui font tout ce qui est partie de dessin. Oui, qui alors se là, mettent on ici. a la partie technique. On peut rentrer. Hein, voilà. En gros, ici, qu'est-ce qui se prépare globalement avant d'aller sur le terrain? Alors ici, Toutes c'est les le fiches poste de techniques. Jean-Marie qui est maître-heure. On a des plans techniques, Ok. toutes les fiches techniques, les Qui les sont catalogues. réalisés ici? Oui, alors on a un bureau d'études, qui travaille en home office, D'accord. qui est Clovis et qui lui prépare tous les plans amont. Alors Anavi, au début, on est 3 dans un bureau, donc on prend des commandes, on livre dans le secteur ici, c'est facile. Et après, je commets mes premières erreurs stratégiques. C'est que j'ai des demandes à Paris, je veux aller à Paris. Donc, je dépense aussi des ads pour avoir plus de clients à Paris. Ouais. Et je m'éparpille. Première grosse erreur stratégique. Celle-là, elle a coûté très cher. Hmm. Ensuite, l'entreprise grossit. L'année du Covid, 2020, une année extrêmement difficile. On perd 90 000 euros. À l'époque, je veux dire, la situation, elle est très simple. On va pour faire notre première porte ouverte. J'ai tout bien tondu le gazon, on a fait tout beau, tout propre, les expos sont brillantes, tout est briqué, tout est impeccable, on est prêt à recevoir nos clients. On annonce toute la région et j'ai 2 pèlerins qui viennent visiter mon showroom. Et c'est le jour où le président annonce le soir même qu'on passe en confinement. Wow. Et là, je ferme mon showroom et je pleure. Je pleure parce que je me dis, Anavi va disparaître. Donc c'est devenu, j'ai encore des émotions là qui me reviennent, et c'est devenu vraiment un sacerdoce parce que je me suis dit je ne peux pas laisser ça. Et là le téléphone ne sonne plus, tout s'arrête, les poseurs chez eux, on a une jolie trésor mais c'est toutes mes économies que j'ai mis dans ce projet, je ne peux pas accepter une seconde que ça périclite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un matelas, je l'ai mis dans mon bureau et je dormais dans mon bureau. J'ai fait ça pendant 6 mois. Je dormais, j'avais une cabine de douche, je planquais le matelas dans la cabine de douche et j'ai bossé 14, 15, 16, 17 heures par jour pendant 8 mois pour sauver la boîte. Et ça, j'ai mis toutes mes tripes, tout mon argent, mais toutes mes tripes dedans. Et c'est à la fin qu'un de mes collaborateurs, mon responsable technique, m'a un peu gaulé comme ça en me disant il a compris que je passais mes journées ici. Et en fait, voilà, les gens étaient à attendre chez eux. Moi, j'étais au boulot à faire du phoning, du call, et je lançais, je faisais des offres, j'allais visiter des clients, restant dans le jardin, etc. Enfin bref. C'est une anecdote, mais elle mérite quand même d'être précisée parce que ça fait partie de l'ADN Anavi, ça fait partie du côté... on va rien lâcher, quoi. On va rien lâcher. Eric, il a beaucoup évolué, hein. Il a eu besoin de se faire accompagner parce que, comme beaucoup, il y a une grande différence entre chiffre d'affaires et marge. Besoin de structuration, besoin de recruter les bonnes personnes. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place chez Eric. Passer un jeu infini. Il a recruté un super gars. Sous-entendu, voilà, il y a une première initiative qui a été de lui dire recrute un directeur opérationnel. C'est pas ton métier, mec. Donc, concentre-toi sur ce que tu sais faire et recrute un directeur opérationnel. C'est ce qu'il a fait. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été mises en place. Il a changé de posture. Maintenant, il a une visibilité claire
sur ses chiffres, sur ses objectifs, sur la croissance de sa boîte, sur la nécessité de faire de la marge, de la vraie. Kevin, chef d'équipe chez Anavi. Bonjour, enchanté. Allez, tiens. Salut, Anis, enchanté. Chef d'équipe depuis combien de temps, Kevin 3 ans et demi. Magnifique. Voilà. Chouette. Donc là, on a tout l'entrepôt. Alors l'entrepôt, au partie départ, on ou, stockait beaucoup ici. ouais. Maintenant, on stocke Ou si des c'est stocké consommables. dehors, etc. Ouais, Enfin. non, mais dehors, c'est plutôt ce qui rentre de chantier. Nous, quand Ok. on opère chez un client et qu'on va changer un portail, par exemple, quand on a vendu un portail et une clôture, on va démonter l'ancien et on va remettre à neuf. Ouais. Hein, donc on ramène les vieux portails Ok. acier, les vieux portails en bois, on stocke ça sur une zone de stockage qui est répertoriée à l'extérieur. On sépare le bois de l'acier, de l'aluminium, et après ça part au recyclage. Ici, on stocke vraiment très peu de matériel finalement, puisqu'on livre tous les carpors partent directement de l'usine. Ok. Voilà. Là-haut, c'est des bureaux? Oui. Ok. On va voir? Oui. Allez. Allez. Ici, on vous accueille. Magnifique. Donc ça, c'est le bureau du patron. C'est le bureau du patron, c'est ça. Ouais. Je reconnais les deux kakémonos lorsque tu interviens parfois en live ça. pour partager ton expérience. D'ailleurs, merci d'être à chaque fois présent. Et donc là, toi, tu passes combien de temps par jour dans ce bureau? À quel point justement ton quotidien a changé sur les 12 derniers mois par rapport à avant en tant que chef d'entreprise? Et comment tu gères ton temps ici? Alors je passe beaucoup plus de temps maintenant qu'avant, puisque avant le bureau j'y étais jamais. J'étais en clientèle tous les jours. Et puis maintenant on a structuré, on a mis en place une réunion commerciale tous les lundis matins. Donc les chargés d'affaires viennent ici, on fait une réunion commerciale. Avec l'équipe, on analyse la data, la semaine, les projets chauds, les projets tièdes, les projets froids, les perspectives des semaines suivantes. Ensuite, le lundi après-midi, c'est réunion de service client. On se met dans la grande pièce. On fait un point financier, les clients en retard. Donc on a mis en place une procédure qui n'existait pas avant. D'accord. Donc avant le coaching, je dirais qu'on avait les encours clients, donc ça veut dire de l'argent dehors, qui oscillait entre 300 000, on est monté jusqu'à 500 000. Fin août 2025, je ne peux plus payer et mes collaborateurs et les fournisseurs. Wow. J'ai 500 000 euros dehors. 500 000. C'est quand même pas... c'est énorme, c'est énorme. Pour une boîte qui fait 3,5 millions sur 2025, c'est énorme. C'est l'équivalent de la moitié du chiffre d'affaires d'il y a 3-4 ans. Oui, c'est ça. Donc, dont une créance d'un client, d'un gros client promoteur de 180 ou 150 000. Donc, mais enfin, il reste encore beaucoup de petites factures. Donc, le coaching m'a permis aussi de prendre le problème par le bon bout et très vite dire, attends, on va mettre une procédure. Oui, mais on sait comment les faire, les relances, etc. Non, on va écrire la procédure. Rien que le fait de se mettre autour d'une table et de voir comment on se prenait, comment on gérait, la facturation, on était à la rue. Aujourd'hui, comment tu la gères? Justement sur ce système où tu réduis en fait les encours? Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on avait des gentils clients qui sont toujours des gentils clients. Mais comme on avait le souci de la satisfaction client plus, t'osais pas on se trop les disait relancer. que c'était bien d'envoyer la facture que 15 jours après l'intervention, ou une semaine. Ouais. Voilà. Et la relance, puis de les elle est relancer gentille, 3 semaines après. Voilà. Bonjour, est-ce que vous voulez bien payer la facture? Vous auriez éventuellement reçu. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'une semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens disent à ce moment-là? Parce qu'ils ne payent toujours pas. Ah ben, mais ils n'ont pas débloqué leur crédit. Ah oui, mais ça, c'est avant. Parce que quand tu vas faire tes courses au supermarché, tu payes à la caisse. Tu ne payes pas 3 semaines après. Hein, et on ne te le demande pas gentiment. Et voilà. Donc là, en gros, on a préparé une procédure qui consiste à envoyer, je pense, à peu près une semaine, 10 jours avant la date d'intervention, un mail de rappel avec doublé d'un appel où on réexplique au client. Attention, tenez-vous prêt, le montant à payer est de temps, on lui envoie vraiment le document, mais en tout cas on le sensibilise sur le fait qu'il doit avoir débloqué ses fonds, parce que le jour où on livre, on doit être payé. Bien sûr. Voilà. En faisant ça, tu montres non seulement que tu es très professionnel, dans l'anticipation, et tu rends service au client qui en fait est gentil, de bonne volonté, mais c'est juste vu que c'est sa première fois, sa première pergola, il ne sait pas trop comment ça marche. Et donc finalement, tu rends service à tout le monde. Et t'inverses le rapport de force. Ah non, mais je vais vous dire à quel point c'est vrai. On met en place la procédure, la semaine suivante, il y a un client chez qui on devait poser 2 Storban 10 jours après, il nous a payé le jour où il a reçu la facture. T'inverses il le nous a rapport payé de force. 10 jours avant la date d'intervention. Et un point extrêmement important, dans ce process, dans ces étapes, fais comme une sorte, imagine un pipe commercial ou un Kanban, peu importe, et tu as des colonnes. Tu vois dans ces colonnes, à chaque fois, le nombre de jours où ça attend avant de passer à l'étape suivante, d'une part, tu as le nombre de touchpoints et tu as sur chacun de ces touchpoints la conversion vers l'étape suivante ou vers le paiement. Tu te mets des seuils de tolérance par rapport à tout l'historique que tu as. Tu as du vert, du jaune et du rouge. Jaune, c'est attention, ça commence un peu à pécloter.
rouge, il faut vraiment intervenir et changer quelque chose, vert, on est bon, on est dans les taux, on est dans les normes. Et comme ça va te permettre de pouvoir améliorer au fur et à mesure. Et typiquement, tu vois, il y a un truc tout bête, mais si aujourd'hui c'est la dame qu'on a vue en bas qui envoie les factures, qui relance, qui appelle, etc. Et ben demain, elle peut très bien créer une adresse email qui s'appelle, j'en sais rien moi, claudine@anavi.fr ou anavi.ch, mettre une signature service juridique, je passe le dossier au service juridique, Claudine, boum, elle renvoie, avec une posture bien distincte pour les clients français et les clients suisses. Et là, tu vas voir que juste ces 2 étapes-là, elles vont encore plus te permettre d'améliorer. Parce que bon, vous avez quand même un certain volume client aujourd'hui. La plupart, comme tu dis, gentils clients, c'est fluide, c'est cool, et en plus avec ce process, j'imagine que ça l'est encore plus. Mais il y en a aussi qui malheureusement demandent un petit peu plus d'attention, qui nécessitent d'être plus rusés, tu vois, avec cette histoire d'emails supplémentaires ou des choses comme ça. Donc ouais, très bien. L'entreprise a grossi, 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffres. Je crée la société Anavi Suisse, il y a 4 ans maintenant. Et là, fin 2024, on arrive à une limite d'épuisement. Okay. C'est vraiment, je veux dire, à un moment donné… Mais tu étais arrivé à bout, quoi. Un constat. Ok. C'est bien d'avoir cette lucidité à un moment donné, que de te dire, ok, je suis arrivé à mes limites, il faut qu'on trouve une solution. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. La boîte, elle porte le nom de ses 2 filles. Il y a un attachement émotionnel à sa boîte, hein. Et ça se ressent. Et il donne tout, le mec. Donc, et il fait bien les choses. Il a vraiment à cœur d'aider ses clients. Il préférerait tuer sa boîte, plomber sa renta, mais être sûr que les clients soient satisfaits, garder la tête haute, parce que c'est ses valeurs, parce que ça fait partie de lui. Je me dis, je dois aller chercher de la compétence à l'extérieur, je dois chercher du talent à l'extérieur, et je tombe sur tes podcasts. J'en consomme 1, 2, 3. Et là, je tombe sur un podcast d'un entrepreneur du BTP, qui est Quentin à Grenoble. Et là, je me dis, mais en fait, ouais, il connaît même mon métier et on a les mêmes problématiques. Donc c'est go. Le lendemain, j'appelais, j'envoyais une candidature et j'ai souscrit le programme Scaling. J'étais convaincu qu'on allait pouvoir accomplir de belles choses. Et aujourd'hui, on se parle avec 1 an de recul. Je peux dire que c'est une des plus belles rencontres humaines que j'ai pu faire, professionnelles et humaines. Et ça, c'est, voilà, je tiens à dire que je suis particulièrement touché de vous recevoir, toute l'équipe, chez Anavi aujourd'hui. Bah écoute, c'est nous qui sommes heureux de te voir. Hein. C'est une fierté. Et c'est hyper satisfaisant de voir que justement, c'est pas juste des conseils qu'on a délivrés, mais c'est des conseils qui seront transcrits en actions concrètes que tu as su aussi diffuser dans tes équipes. Quentin, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Chez Anavi, je suis chargé d'affaires depuis 2 ans. Donc en fait, mon rôle, c'est de me déplacer, d'aller rencontrer justement nos prospects, clients et de faire la découverte des besoins, comprendre un peu en fait les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir, les aménagements qu'ils ont actuellement, qui peuvent être défaillants ou même qu'ils n'en ont pas du tout. Et en fait, de leur faire une proposition qui est vraiment adaptée. Je vois que tu as plein de dashboards dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a des dashboards, il y a des chiffres, ça me fait plaisir ça, toutes ces KPI. Le problème dans le bâtiment, en fait, c'est que la solution des logiciels SaaS, elle existe très peu. Les logiciels métiers de chiffrage comme ProDevis, c'est tout en interne, donc c'est très compliqué et on n'a pas tellement le temps de beaucoup se développer sur la partie digitale. Et en fait, en prenant le temps de le faire, ça nous permet d'accumuler beaucoup d'informations, qui se fait très peu d'ailleurs dans le métier. On arrive à avoir des données qu'on peut traquer précisément, voilà, à condition de bien rentrer la donnée, de bien cultiver la donnée, parce que c'est important d'avoir de la donnée, mais si on ne la valide pas derrière, au final, ça crée des problèmes. Et on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Exactement. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est cette courbe là en hauteur là. Tu vois, je le vois comme ça. Là, c'est donc prospect suisse originaire du site. Ça c'est même plutôt pas très bon. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Ça présente de la cannibalisation, vu qu'on a 2 entités différentes. Donc on adresse le marché France et le marché suisse. D'avoir un dashboard qui est à peu près similaire, mais vraiment en écartant vraiment les 2 marchés. Donc une colonne égale bien la un distinction marché. de la data Suisse-France. C'est ça. Et là ici, c'est toute la partie région en France, où on distingue les différentes régions là où on a nos prospects. Et vu qu'on n'arrive pas à distinguer facilement, on va dire, les régions et les cantons en Suisse, du coup j'ai mis un autre tableau de bord et celui-là qui monte, ça montre un problème de cannibalisation, donc c'est-à-dire des prospects suisses qui viennent du site internet France. Au début, octobre de l'année dernière, on avait 40% de nos leads qui venaient d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est pourtant là où on a notre siège. Et en fait, en recentrant tout ça, on a pu justement atteindre, là ici on est à quelque chose près, on est à 70%, où on adresse vraiment notre secteur, et ça c'était un
Problème de fond. C'était un problème de fond, mais qu'on méconnaissait. Parce qu'on n'avait pas la data. Rappelle-toi, lors du consulting, tu me dis, Eric, qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Tu as un axe, tu as un vivier, tu as un potentiel monumental sur le Rhône-Alpes et la Suisse. Canton de Genève, on est à 2 heures ici. Voilà. Donc le delivery, il est facile. Paris, c'est 4 heures. Mais ton point, il est génial parce que beaucoup trop d'entrepreneurs pensent qu'en voulant expandre sa zone de chalandise, ils vont avoir plus de clients. Alors qu'en soi, ils vont avoir plus de clients, mais beaucoup moins de marge, beaucoup moins de maîtrise, beaucoup moins de capacité à répliquer le schéma et voire même parfois devoir dire non. Donc, mais tu payes pour pouvoir dire non, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et tu payes pour des leads qui sont très loin et tu mets d'autant plus d'argent que le secteur est étendu. Et c'est une gabegie financière. On ne s'occupe pas de nos bons clients parce qu'on se fait oublier de nos clients qui nous connaissent et qui ont confiance en nous. Complètement. Enfin, tout est fait en dépit du bon sens. Et moi, j'ai suivi, mais à la lettre, tes préconisations. Paris, on a mis en stand-by. Le Google My Business, on l'a mis en off pour l'instant. On ira à Paris quand on sera les meilleurs sur la zone privilégiée. En gros, on a recentré le secteur. Et aujourd'hui, les effets induits, c'est ça. La conséquence, c'est au lieu de faire 40% de notre business sur le Rhône-Alpes, aujourd'hui, on est à 70%. Et question pour toi, Quentin. Là, tout à l'heure, tu étais dehors, au téléphone. 2 choses. La première, est-ce que tu as un CRM que tu tiens à jour? La deuxième, est-ce que cette mise à jour, elle est complètement automatisée? La troisième, est-ce que cette mise à jour automatisée, elle capitalise sur l'IA en continu? Et également, est-ce que cet appel que tu as fait, il a été enregistré, il est analysé par une IA pour pouvoir te permettre d'améliorer les suivants? Cet appel-là, il est enregistré systématiquement dans un journal d'appel, dans ce même CRM, parce que le CRM, tu as il est une aussi partie disponible. en tout cas qui est faite. Oui, complètement. Ok, ce qui n'est pas encore le cas, c'est la partie IA à l'heure actuelle. Exactement. Et donc ton CRM est à jour, ça va directement s'intégrer dans une fiche client. Fiche client, fiche opportunité. Un client peut avoir plusieurs opportunités. Un client peut au final être un partenaire d'un autre client, ce qui nous permet de suivre les recommandations aussi. Et dès qu'on enregistre par exemple offre envoyée, ça nous met automatiquement une tâche de relance qui est programmée à quelques jours juste après. Excellent. Dès qu'on a l'accusé de réception de l'offre en disant ben voilà, j'ai bien reçu votre offre, et bien hop, on met offre reçue, ça nous met une tâche de relance encore après, pour une semaine après, pour la relance de réflexion. Ça remonte un peu derrière aussi notre sérieux. Toutes les opportunités sont classées par étapes. Rendez-vous programmé, rendez-vous réalisé. Là ici, je classe vraiment par étapes. Et après, j'ai un autre onglet qui me permet de reclasser directement par température. Et tous les shows, eh bien, je vois que j'ai dans les shows, j'en ai 5 qui sont négociation relance. Tiens, ceux-là, où est-ce qu'ils en sont? Je vais les appeler cet après-midi. Et dessus, je peux voir tous ceux qui sont plus chauds et que je peux appeler rapidement pour les transformer. Ok, clair. Super. Quel est ton périmètre de responsabilité dans l'entreprise aujourd'hui? Alors, je m'occupe de tout ce qui est l'administratif général, mais aussi du financier. Je m'occupe du RH, en collaboration avec un cabinet extérieur. Et puis, tous les gros dossiers administratifs qu'on peut avoir des moyens généraux dans une entreprise. Qu'est-ce que tu as pu remarquer en termes d'évolution chez Eric suite à l'accompagnement qu'il a pris chez nous? Une prise de hauteur par rapport au management de son entreprise, avec une prise de conscience du rôle de chacun dans l'entreprise et que finalement chacun est un maillon de la chaîne et qu'au final pour que ça fonctionne dans une entreprise, il faut que tout le monde travaille en collaboration. Je crois qu'il y a cette culture RH et cette expérience autant administrative que financière. Et qui a une expérience aussi qui est issue d'autres groupes, d'autres compagnies. À quel point tu sens qu'il y a un renouveau au niveau de la culture d'entreprise avec cette nouvelle évolution qu'on est en train d'évoquer? On a besoin en tant que collaborateur d'avoir une stratégie à long terme pour pouvoir avancer et construire ensemble l'entreprise de demain. Donc moi je suis Jean-Philippe, donc je suis rentré chez Anavi il y a 1 an, le 15 avril dernier. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle, grosso modo j'ai fait 15 ans dans l'industrie agroalimentaire, sur des fonctions de commerce et marketing, donc dans une industrie qui est vraiment industrielle, qui est très très loin du BTP et de l'artisanat qu'on connaît souvent en BTP. Et puis j'ai fait 15 ans dans le conseil chez KPMG sur des problématiques de définition de la stratégie et surtout d'opérationnaliser la stratégie de façon la plus fluide possible. C'est quoi les différents changements que tu as pu voir sur les 12 derniers mois dans la société? Je suis arrivé chez Anavi avec... Anavi, c'est la création d'un homme, Eric. Les entreprises, les TPE, les PME, elles sont fondées soit par des commerciaux, soit par des ingénieurs. Bon, là on a un profil commercial. Et voilà, donc le commercial tout feu tout flamme, qui pousse, qui va tirer, qui a des idées, 25 idées à la seconde. Une problématique de fluidification entre ces 3 sociétés, d'opérationnalisation qui était déficiente, très clairement. Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup mieux ensemble. Alors du coup, en travaillant beaucoup mieux ensemble, on révèle beaucoup de problématiques et ça permet justement de faire un examen de conscience collectif
sur les difficultés et sur les réussites pour pouvoir s'améliorer au fil du temps. Un mois après l'arrivée de Jean-Philippe, je lui demande comment il se sent, comment il a pris ses marques. Et là, il me dit, il y a 3 choses. Je suis venu pour toi. Lors du recrutement, j'ai sous-estimé l'ampleur du marché et j'ai sous-estimé l'ampleur du bordel. Donc là, je me suis dit, aïe, on est en plein dedans. Et en même temps, j'avais la chance d'entendre le même refrain chez Entrepreneurs, le même coaching. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a tout aligné. Je savais que ce qu'il disait était absolument vrai et frappait du coin du bon sens, mais en même temps, je dirais, c'était le côté concret de ce que j'avais chez Entrepreneurs, je le vivais avec Jean-Philippe à mes côtés. Déjà, l'entrepreneur, quand il est seul, c'est une chose. Quand il est seul mais accompagné, c'en est une autre. Et quand il est seul accompagné et qu'en plus, dans ses équipes, il y a quelqu'un de structurant qui arrive et qui vient valider les éléments, puis derrière, tu ne te sens pas seul. Et tu as très justement dit qu'il y a une vraie différence entre les ingénieurs et les commerciaux. Le commercial, il arrive, ah les gars, alors on a 3 nouveaux clients à adresser. Ok, comment on fait maintenant? Oui, mais tu sais, les équipes, elles sont déjà là, et ça, et machin, et le stock, et les trucs. Alors qu'avec un ingénieur, ça se passe beaucoup mieux. Il a tout organisé, sauf qu'il n'y a pas de clients. 100%, exactement, c'est ça. Et là, il y a les deux. Il y a les deux mondes qui se retrouvent, justement. Et c'est quoi ton quotidien aujourd'hui chez Anavi? C'est de décoder Eric, de trier toutes ses bonnes idées, de lui dire qu'il y a plein de bonnes idées, mais plus tard. Canaliser le commerce, rendre le commerce rentable. On est sur un marché qui est énorme, on est tout petit sur ce marché énorme. De défendre notre positionnement haut de gamme, très clairement. Et puis derrière, surtout, de pouvoir faire rentrer ça dans toutes ces idées et tout ce business qui arrive dans un cadre de production qui soit rentable, qui soit fluide, qui soit confortable, entre guillemets, pour les équipes. Et puis qui, surtout, atteste derrière d'une satisfaction client impeccable. Au tout début du coaching, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait arrêter de scaler à tout prix le chiffre d'affaires. 100%. Qu'il fallait que j'apprenne à sortir de l'opérationnel, qu'il fallait que je prenne soin de moi pour avoir les idées plus claires, avoir plus de clarté, pour avoir du temps pour réfléchir à ma vision personnelle, la vision de la boîte. Qu'éventuellement tu t'accordes un dimanche? De temps en temps, accessoirement. Et en même temps, on allait pouvoir scaler le résultat. On allait pouvoir scaler l'organisation et on allait vraiment travailler sur toutes les strates de la boîte pour la rendre efficace, performante et, je dirais, créer le vaisseau qui va nous permettre de traverser les temps futurs dans les meilleures conditions possibles et de devenir la référence qu'Anavi est en passe de devenir. Magnifique. Depuis le consulting, qu'est-ce qui a changé encore? Comment les choses se sont améliorées? Alors, on a vu tout à l'heure la data et les KPI au niveau de l'acquisition qui a tout changé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis ce consulting? Début du coaching, je suis avec mon coach et toutes les 2 semaines, on fait vraiment une revue du scan de la boîte et puis on met le doigt sur tout ce qui ne va pas. On définit mes OKR, le plan d'action urgent et puis tout ce qui peut en découler, on fait un mapping, etc. Je découvre tout ça, moi, je veux dire, avec émerveillement parce que c'est passionnant aussi. Mais par contre, avec beaucoup de doutes et beaucoup de craintes parce que je me dis, je travaille déjà tellement et ça, c'est en plus. Comment je vais faire pour caser tout ça? C'est comment se dégager du temps pour apprendre à optimiser son temps. Mais si je ne le fais pas, je n'apprendrai jamais à optimiser mon temps, j'y arriverai pas. C'est une obligation, donc je dois tout dévorer. Et là, je me comporte comme une éponge, j'absorbe tout. Et tout de suite, rapidement, je comprends qu'il me faut un outil de pilotage financier. Je comprends qu'il faut qu'on restructure assez rapidement le marketing parce qu'on dépense trop d'argent. Je comprends que je travaille sur un secteur trop étendu, donc beaucoup de pertes d'argent. Et ça, c'est pas quantifiable parce qu'aucun outil pour le mesurer. Aujourd'hui, j'ai clarifié ma vision personnelle, la vision de la société, elle est claire, les valeurs, elles sont assises, et je me sens légitime, j'ai pris confiance en moi, parce que tous nos échanges m'ont permis de grandir et de casser les biais avec ces peurs, la peur de recruter un nouveau commercial parce qu'on va alourdir encore la masse salariale, etc. Et ça, c'est les biais. Personnellement et humainement, ça m'a ramené aussi beaucoup plus d'humilité. Et pas foncer pour dire on est les plus beaux, on est les meilleurs. Je travaille beaucoup plus la culture d'entreprise avec les collaborateurs. Je me suis découvert et je me suis mis face à moi-même grâce à toi. Tu m'as dit, tu travailles, tu t'éparpilles, tu travailles sur un secteur trop grand.
j'ai mis Paris en stand-by. Et c'était vrai, parce que quand on allait à Paris, on perdait beaucoup d'argent. Mais je ne le savais pas. On a tout transformé, puisque jusqu'à présent, comme je voulais plus de clients, eh ben, on payait Google pour avoir plus de clients. Donc des ads et Meta, on avait des ads partout, mais des ads non utiles, parce qu'on avait des ads hors secteur à l'appel. C'était un truc de fou. On a divisé par 4, je crois, le montant des ads. Par 4. Tu m'as mis les points sur les i clairement sur la vidéo, en me disant t'as pas de vidéo, t'as un métier qui est très visuel, t'as des jolies photos sur ton site, mais il faut passer à l'ère de la vidéo. Il faut le mettre en évidence. Et ça m'a vraiment décomplexé. Je me sens légitime, je me sens, voilà, ce syndrome de l'imposteur, voilà, Eric Ferry, c'est qui c'est juste un homme qui est fait comme les autres et qui a appris à dompter ses peurs et qui a appris à faire face à la vie et puis à se faire confiance. Au plaisir de vous surprendre. C'est beau, hein? Regarde ça. Très très beau. C'est aussi beau que bon. À chaque fois qu'on est à Paris ou qu'on est en déplacement, on adore travailler avec nos clients. On adore les accompagner, mais on adore aussi travailler avec eux quand c'est possible. Que ce soit sur certains événements, quand on a besoin d'un traiteur, peu importe le domaine. On a pu collaborer avec Nicolas, qui a une boîte depuis 20 ans, Papillade. À chaque fois qu'on est en déplacement, il nous livre. Et là, on s'est dit, allons manger chez lui directement. Comment ça va? Ça va? Entrepreneur. Ensemble? Ça va? Bienvenue. Cher Alec. Magnifique. Alors, s'il vous plaît, fricassée de volaille. Ouais. Alors, on commence par les garnitures ici. Ok, on commence par les garnitures. Alors, patates D'abord les douces. légumes. Patates douces. Carottes rôties. Carottes. Des haricots verts. Ouais. Ce sera très bien. Très Et du volaille, la volaille. De la prote, de la prote, de la prote. Merci beaucoup. Magnifique. Moi, je veux juste que les gens, ils mangent plein de légumes et qu'ils aient l'impression que ce soit rigolo, en fait. Ouais. Ah bah Ouais, c'est que tu puisses mission faire- accomplie. Hein. Et tu poses ça sur la table, tout le monde trouve, t'as des gratins, t'as des légumes rôtis, t'as des légumes vapeur, donc t'as un côté healthy, Je t'as goûte, un côté hein. gourmand, et tout le monde peut se régaler avec plein de choses différentes. Voilà, Ah et ouais. ça pique. Voilà. Ah ouais, C'est ouais. vraiment l'idée des coffrets là, que j'ai fabriqué. Moi je suis venu pour un seul problème, c'est le midi, moi mon resto il était plein, il y avait toujours été plein, le traiteur ça marche super bien. J'étais venu pour une problématique, c'était l'acquisition le soir. Ok. Parce que j'avais décidé, avant ça fait 19 ans que je suis ouvert, j'ai jamais été ouvert le soir. D'où le fait que tu mets ouvert le soir en gros. Ouais. Je voulais conquérir en fait une autre clientèle qui est la clientèle qui habite le quartier. Moi je te vois discuter mais avec les clients, c'est tout, t'es ultra à l'aise, t'es tac, 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 tac. Crée plus de contenu. L'assiette elle se vide, hein. On va rien laisser. Ma vraie récompense c'est ça, c'est voilà, je vois un client qui se régale comme ça, je suis à côté, je savoure. Ça c'est ma deuxième famille. Bonjour. Enchanté. Voilà. Donc c'est ici Les que vous aime. faites tous ces bons plats, tous ces bons légumes. Incroyable. Incroyable, bravo. Hein. Et Trop bien. c'est des collaborateurs exceptionnels. J'ai jamais travaillé avec des gens comme ça, aussi investis, souriants, généreux. Il n'y a jamais de soucis. Franchement, on ne pourrait jamais faire ce qu'on fait là si j'avais pas une équipe comme Ah ça bah, dans ma c'est clair. cuisine. Et c'est ma deuxième famille. Ouais. Franchement, je les aime quoi. Et on ressent votre amour dans les plats en tout cas. Bravo. Bravo, bravo. Voilà, bienvenue dans mon petit bureau. Ah oui, avec toutes les citations justement dont tu parlais. Ouais. Avec le petit carnet que tu as gardé de scale, Ouais, il est de là. plaisir. Ouais. Sert de petit brouillon bien. quand j'ai des notes Cool. à apprendre. Création de contenu maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ma nouvelle vie, c'est création de contenu. Je fais plus que ça. Comment tu as vu les choses évoluer là sur les dernières années? Justement, on en parlait avec Nicolas. Il nous disait que maintenant il a retrouvé cette énergie à fond, il a envie de tout arracher, notamment sur les réseaux. Comment tu vois les choses toi? Ah bah moi j'ai commencé il y a 4 ans chez Papillade. Ouais. Et au début on avait le même système. Ouais. Il y avait beaucoup moins de monde. Ok. Et au fil du temps on a vu l'évolution de chez Papillade. Ok. Justement grâce aux produits de chez Papillade qui sont vraiment tout frais, fait maison. En fait, j'ai créé ça, j'étais pas du métier. Je suis pas revenu à l'école faire une formation de cuisinier en fait. Je suis parti, j'avais pas une thune. Donc je suis parti avec ma glacière, ma présentation PowerPoint et j'ai fait, et à l'époque le crowdfunding ça n'existait pas. Ouais. J'ai fait un appel privé à l'épargne, j'ai fait le tour des business angels de Paris, des clubs d'investisseurs et tout ça. Et je me pointais avec ma glacière et ma présentation PowerPoint. Et je repartais avec des chèques comme ça. Il y a J'ai 20 ans quoi. Ouais, il y a 20 ans, j'ai fait ça. Et j'ai rassemblé 400 000 € comme ça. Ah waouh. Ouais, t'avais perdu un peu cette flamme, cette énergie, et là Ouais. aujourd'hui tu l'as retrouvée et on Ouais, sent que. c'est ça. Trop bien.
Voilà, j'ai ramé, tu vois, pendant des années après. Et le Covid, c'est pour ça vraiment, le Covid, ça a été mon deuxième déclic. C'est-à-dire, je suis revenu avec une énergie de dingue et j'ai dit, je vais tout changer. Je vais tout changer. Comme de toute façon, c'est fermé depuis 7 mois et j'ai plus de clients, je vais enfin faire ce que j'avais imaginé dans ma tête et j'ai fait ça. Et là, en 5 ans, trop bien. Bon, j'en profite d'être à Paris justement. Donc moi je suis à Paris, mais toi t'es pas du tout de Paris. Ah non, je suis à Poitiers moi. Poitiers, t'es venu spécialement. Ouais. On a pu échanger tout à l'heure et puis surtout ce soir tu seras en live avec nous. Ouais, ça c'est chouette. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors moi je suis gérante d'une salle de sport sur Poitiers, spécialisée plutôt dans tout ce qui va être coaching voilà, collectif, cours collectif avec une piscine et une salle de fitness. Il y a de ça 1 an, ça aurait été impossible pour toi de venir à Paris une journée? Ah, complètement. Complètement. Je ne pouvais pas comme ça, de la veille au lendemain, me dire je vais voir Alec à Paris, je vais faire une visio. Non, c'était impossible. Qu'est-ce qui a changé? Tu as recruté les personnes, tu as changé de posture? Alors, j'ai changé de posture, ça c'est sûr. Et j'ai compris que la boîte, elle pouvait tourner sans moi à partir du moment où je mettais des bonnes personnes à la bonne place. Et surtout, j'ai appris à déléguer. Tu vois, j'avais cette conscience que sans moi, ça ne pouvait pas marcher. Je culpabilisais même, tu vois, quand j'y étais pas. C'était vous m'avez vraiment aidé à sortir de ça, à arrêter de culpabiliser parce que tous les matins, à 7h30 ou 8h, j'étais pas à la boîte et je finissais pas à 21h ou 22h. Ouais. J'avais tellement, si tu veux, dans ma famille, la valeur travail était une valeur tellement importante. Il fallait bosser pour gagner de l'argent qu'en fait, j'en étais tellement à ce point de me dire, bah, si je veux y arriver, élever ma fille, lui permettre aussi cette liberté, parce que l'argent aussi, pour moi, c'est la liberté de choisir de comment tu profites de tes vacances, comment tu vis. Et en fait, si je voulais cette liberté, je savais qu'il fallait que je gagne de l'argent. Et pour gagner de l'argent, c'était me tuer au travail, en fait. Ouais. Ça fait 13 ans que tu as cette boîte. Pour autant, ça fait un peu plus d'une année maintenant qu'on a la chance de t'accompagner, 1 an et demi. Qu'est-ce que tu as appris en 1 an et demi que tu n'as pas appris en 13 ans et qui a fait autant de différence? Parce qu'on passe d'un schéma où tu es à 2 doigts de fermer boutique, pas parce que tu gagnes pas d'argent, mais parce que tu es à bout. À là, tout à l'heure, on échangeait tous les deux et tu me dis, bah, je vais carrément prendre un 2e local et continuer à croître. Ben, en fait, j'ai compris que avant, j'étais pas une chef d'entreprise. En fait, c'est surtout ça qui a changé. C'est que j'étais dans une posture de je veux être la meilleure prof de sport, enfin en tout cas la meilleure coach. Et en fait, alors toutes ces années, je me suis formée sur les techniques de coaching. Tu étais dans le syndrome de l'experte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il fallait que je sois la meilleure dans mon domaine et dans mon champ de compétences. Tu étais la personne clé de ta salle de sport. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai compris que c'était bien d'être une experte dans son domaine, mais que la gestion de l'entreprise, c'était un autre métier. C'était d'autres champs de compétences. Et je les avais pas. J'avais pas tout. Comment on gère le marketing, comment on gère les finances. Honnêtement, je pilotais à l'aveugle. Je connaissais mes charges tous les mois. Je savais que je faisais le chiffre d'affaires qui correspondait à mes charges. Oh bah ça allait. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux. Et toutes les petites tâches, tu as délégué, tout ça? Ah ouais, complètement. Il y a même des fois où, tu vois, tu disais, moi, il y a des fois, je connais même pas certains tenants ou aboutissants de la société. Ben, moi, aujourd'hui, j'en suis là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on me pose des questions, on me dit, tiens, le step à vendre ou la soirée, machin. Je sais pas, je suis pas au courant, allez voir Eléa, je maîtrise pas, je me suis pas occupée et c'est génial quoi, parce que du coup, tu mets ton énergie dans d'autres choses. Ça veut pas dire que t'aimes pas tes clients, ça veut pas dire que t'es pas continuellement encore impliqué dans la salle, ça veut juste te dire que tu vois ça mais avec un peu plus de hauteur et ça te permet de mettre toute ton énergie et tes compétences au profit d'autres choses quoi. Et c'est ça qui est chouette. Ça me fait super plaisir parce que, tu vois, là j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qu'on a aidés. C'est fou parce que ça va au-delà du chiffre d'affaires, ça va au-delà de la marge. Moi, je suis plus épanouie aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. C'est juste incroyable. Magnifique. La vie est belle, ouais, chouette. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est ce sentiment chez tous, vraiment, profond de gratitude, de s'être déplacé. Tous, sans exception, avaient beaucoup de gratitude, d'estime et de considération sur le fait qu'on prenne autant de temps et autant d'attention sur le sujet à cet instant, alors qu'en soi, nous on le fait parce qu'on est là pour le faire. On a une mission, on s'y engage, on la met en place, on travaille ensemble et on va aller chercher du résultat. Donc ouais, c'est hyper satisfaisant. Je peux comprendre que pour certains qui regardent cette vidéo, ils se disent mais concrètement, comment vous faites tout ça? Concrètement, qu'est-ce que vous faites à ces entrepreneurs? Le 14 juin, on va sortir une vidéo et on va expliquer en détail et on va filmer ça, on va laisser même parler certains membres de l'équipe pour que vous puissiez comprendre
l'envers du décor d'entrepreneurs.com. C'est quoi la méthodologie entrepreneurs.com? Et qu'est-ce qui justifie autant de transformations, autant de résultats? J'aimerais aussi que vous compreniez dans cette vidéo que ce n'est pas une méthode miracle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas simple. Je ne suis pas la fée Clochette. J'aime beaucoup prendre cet exemple, mais c'est hyper important. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de méthode magique. Si vous ne faites pas les choses, si ces entrepreneurs que vous avez vus, d'autres que peut-être vous rencontrerez ou vous verrez sur notre site ou peu importe, ne mettez pas en place et en application les conseils qu'on leur donne, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de résultat. Si un jour quelqu'un vous dit sur internet qu'en cliquant sur 3 boutons, vous allez devenir millionnaire, mais partez, fuyez, ça ne marche pas, ce n'est pas la réalité. Et on veut vraiment le démontrer avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, le marché a besoin de concret.